Bonjour, nous sommes toujours dans le chapitre 2, construire son chemin d'entrepreneur, et nous sommes à la fin de ce chapitre avec la section 5, briser les blocages mentaux et oser se lancer. Nous avons vu dans la section 2, intitulée Démystifier le syndrome du je ne suis pas assez, et vous avez testé la technique pour dissoudre les croyances limitantes à l'aide de la thérapie de la ligne du temps. L'objectif pédagogique de cette section 5 est de vous aider à identifier les peurs qui freinent le passage à l'action entrepreneuriale, à reprogrammer son mindset pour utiliser ces peurs comme levier de croissance, à poser la première pierre de son projet, même sans certitude absolue. D'où viennent les émotions négatives? Les émotions négatives, peur, colère, tristesse, honte, ne tombent pas du ciel. Elles se construisent dans notre cerveau comme une réponse adaptative à l'environnement. Elles viennent principalement de l'activité de certaines structures cérébrales, en particulier l'amygdale, qui est une petite structure située dans le système limbique, et elle joue un rôle central dans la détection des menaces et l'activation de la peur. Il y a ensuite la zone de l'hippocampe qui est liée à la mémoire. L'hippocampe associe des événements passés à des émotions. Par exemple, si j'ai vécu une expérience négative, l'hippocampe aide à enregistrer ce contexte pour réagir plus vite la prochaine fois. Ça veut dire que si j'ai déjà vécu ce genre de situation, si cette situation se reproduit, l'hippocampe va vérifier dans sa mémoire si ça existe, il va évaluer si à ce moment-là il y a eu danger ou pas, et donc il va me prévenir et cela va déclencher chez moi un certain comportement. Ensuite, il y a la zone du cortex préfrontal. Lui, il régule, contrôle et interprète les émotions. C'est lui qui permet de relativiser et de se dire, par exemple, bah, c'est pas grave. Ou, au contraire, d'amplifier une inquiétude. En résumé, les émotions négatives se construisent dans l'interprétation entre détection, l'amygdale, la mémoire, l'hippocampe, et l'interprétation, régulation, le cortex préfrontal. À quoi servent les émotions? Ici, on parle des 5 émotions négatives majeures. Même si elles sont désagréables, elles ont une fonction de survie et d'adaptation. Par exemple, la colère, elle mobilise de l'énergie pour affronter un obstacle ou défendre ses limites. La tristesse signale une perte, par exemple. Elle peut également favoriser le repli et parfois solliciter du soutien social. La peur, c'est de détecter un danger, préparer le corps à réagir, fuir ou se protéger. La honte et la culpabilité, c'est de maintenir la cohésion sociale et éviter d'être rejeté par le groupe. Sans émotions négatives, nos ancêtres n'auraient pas survécu. Elles permettent d'anticiper les risques et de s'adapter rapidement. En fait, les émotions négatives ne sont pas sans danger pour le corps. Ça, c'est important. Elles ne sont pas sans danger pour le corps. La plupart des gens se disent oui, je suis pas bien, j'ai une émotion négative, mais ne vont pas plus loin. Du coup, ce qui se passe, c'est que cette émotion négative va s'imprimer à l'intérieur du cerveau et va devenir une réalité, va devenir une matérialité. Parce qu'elle est là et parce qu'elle n'a pas été traitée, on continue à avoir peur. Donc, chaque émotion négative peut contribuer au type de problème de santé suivant. Par exemple, pour la colère, c'est la crise cardiaque, l'augmentation du cholestérol. Pour la tristesse, c'est l'affaiblissement du système immunitaire, mais également la dépression. Pour la peur, ça peut être le stress excessif ou le syndrome de stress post-traumatique, appelé en anglais PTSD, ou la phobie. Pour la honte, ça peut être un retrait, un manque d'action, un échec ou une stagnation. Pour la culpabilité, c'est une émotion qui est enfermée dans le passé. On peut avoir de la rumination, on peut se sentir sous-évalué ou tout simplement de faire de l'auto-sabotage. On parle également de conflit qui n'est pas noté dans le tableau, mais le conflit, quand on a un conflit avec soi-même, est-ce que je dois faire, je dois pas faire, est-ce que je dois la quitter, ne pas la quitter, ça peut mener à des maladies comme le cancer. La peur peut être vue comme un gardien du passage. Alors on est un peu plus dans la philosophie ici. La peur est l'une des émotions les plus étudiées et voici comment elle fonctionne. Un, elle détecte le danger. L'amygdale repère une menace, un bruit soudain, peut-être une silhouette inquiétante, un souvenir traumatique. Ou elle peut être une réponse corporelle immédiate via le système nerveux autonome avec une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la respiration et de la tension musculaire.
mais elle peut également libérer de l'adrénaline et de la cortisol, hormone du stress. C'est ce qu'on appelle la réaction fight or flight, fuir ou combattre. On parle également d'interprétation par le cortex préfrontal. Il analyse si le danger est réel ou non. Exemple, vous sursautez en voyant une corde, puis votre cortex reconnaît qu'il ne s'agit pas d'un serpent. La peur diminue automatiquement. La peur est donc une alerte biologique qui prépare le corps à agir face à un danger perçu. Elle peut être rationnelle, donc on parle de danger réel, ou elle peut être complètement irrationnelle, on parle de phobie et d'anxiété. Les peurs comme seuil de croissance ou outil de croissance. Là, ça devient intéressant, notamment pour l'entrepreneur. Dans le développement personnel et l'entrepreneuriat, chaque grande avancée passe par un moment de peur. Je vous l'assure. Peut-être la peur de lancer son premier produit, peur de l'échec, la peur de prendre la parole en public, peur de jugement, et peut-être la peur d'investir dans son business, peur de perdre de l'argent. Ces peurs sont donc les gardiens qui se dressent à la frontière entre l'ancien soi, la zone de confort, et le nouveau soi, la zone de croissance. Elles demandent donc un droit de passage pour affronter, traverser ou apprivoiser l'émotion pour accéder au niveau supérieur. Ici, on parle surtout de maîtriser son mindset. Tous les grands qui ont réussi vous diront, que ce soit Tammy Kabash, que ce soit Yomi Denzel, que ce soit Tony Robbins, et ainsi de suite, vous parleront toujours de l'obligation de maîtriser son mindset, d'avoir un mindset très solide quand on se lance dans le business. La fonction de la peur. Ici, il y a plusieurs fonctions, dont trois principales. On parle donc ici de la protection pour éviter un danger. Donc la peur a une fonction de protection pour éviter un danger. Elle a une fonction de préservation pour nous empêcher d'aller trop vite ou trop loin. Elle a également une fonction d'évolution pour tester notre détermination à franchir une étape clé. C'est pourquoi beaucoup de traditions initiatiques parlent des peurs comme des gardiens. On ne devient pas une nouvelle version de soi sans avoir démontré qu'on est prêt à dépasser ses résistances, à dépasser ses limites, à dépasser ses non-dits. On peut également penser que maîtriser la peur peut être une relecture constructive pour les coachs et les entrepreneurs, notamment pour comprendre ces peurs, parce que quand on comprend ces peurs, cela change tout. En business, par exemple, ou en coaching, comprendre ces peurs change tout. Elles indiquent souvent là où se trouve la prochaine étape de croissance, mais également elles rappellent qu'on est vivant et qu'on avance vers l'inconnu. Et ensuite, elles deviennent un levier. Si je ressens de la peur, c'est que je suis en train de franchir une porte très importante. Les peurs ne sont donc pas que des ennemis, mais des gardiens à comprendre et à dépasser. Elles signalent notamment que vous êtes sur le point de traverser un passage vers plus de liberté, plus de compétences, plus de croissance et plus de succès. Donc, toutes les peurs ne sont pas bonnes à conserver. Pour passer au-delà d'un seuil de croissance, il est nécessaire d'apprivoiser ou d'éliminer cette peur. Alors, on parle d'éliminer une peur qui n'est pas nécessaire. Principe clé ici, c'est que la peur se dissipe dans l'observation et dans le recadrage. En PNL, programmation neurolinguistique dont je suis formateur, le recadrage est une technique qui consiste à changer la signification qu'une personne attribue à une expérience, une situation ou un comportement afin de transformer sa perception et donc sa réaction émotionnelle et comportementale. Recadrer, ici, signifie mettre un nouveau cadre d'interprétation autour d'une expérience. On ne change pas l'événement lui-même, mais la façon dont il est perçu. Comprendre le message de la peur en PNL, notamment, on considère que toutes les émotions, même négatives, ont une intention positive, c'est-à-dire que nos comportements, même les plus limitants ou négatifs, en apparence, ont une intention positive. On va voir ça après le recadrage. La procrastination peut avoir une intention positive de réduire le stress immédiat ou d'éviter l'échec. La colère peut avoir une intention positive de protéger ses limites ou d'expression ou d'exprimer un besoin non entendu. Autrement dit, derrière chaque émotion, habitude ou comportement, il y a une tentative, souvent inconsciente, de répondre à un besoin fondamental
de nous protéger. L'idée n'est pas de justifier un comportement nuisible, mais de séparer l'intention qui est utile du comportement qui peut être inadapté et qui peut être également recadré. Alors, un exemple concret, une personne vous dit, je mange trop quand je suis stressé. Donc, le comportement ici, c'est que je grignote, elle grignote de façon compulsive, ce qui est problématique. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement? C'est une intention positive, c'est-à-dire que ça lui permet de se calmer, de se réconforter, de créer une sensation de sécurité. Et donc, comme vous pouvez voir, le recadrage est un gros travail en PNL, notamment en thérapie, pour trouver d'autres façons de se calmer. On peut très bien se recadrer par de la respiration, du sport, de la méditation, écouter de la musique, faire jouer d'un instrument, tout ça en respectant le besoin initial. Un exemple de recadrage qui m'est arrivé, lorsque il y a eu la pandémie, j'étais au Vietnam et j'ai donc dû partir du Vietnam parce que ben, c'était la pandémie, tout allait fermer, mais tout le monde avait peur. Et je suis venu ici en Nouvelle-Calédonie. Et quand je suis venu ici en Nouvelle-Calédonie, à l'époque, on disait que c'était Covid-free. Il n'y a pas de Covid ici. Donc c'est parfait, je viens ici. Et quand je suis arrivé ici, le 7 avril, 2020, tout ferme. La Nouvelle-Calédonie est sous cloche, avec interdiction de venir et de sortir du territoire. Donc là, je me suis dit, alors là, j'aurais peut-être pas dû venir ici. Voilà, je me suis plaint. Recadrage. Est-ce qu'il aurait été meilleur que je reste au Vietnam où il y a eu des grandes difficultés de circulation, de transport de nourriture, où ils ont été enfermés de façon extrêmement drastique dans leur logement, plutôt que d'être venus ici en Nouvelle-Calédonie, où pendant pratiquement un an et demi, on a été Covid-free, avec la liberté d'aller à la plage, d'aller prendre un café, d'aller manger, de sortir, ainsi de suite. Ah oui, finalement, c'était bien mieux d'être ici. Vous avez vu, j'ai recadré le contexte. Le deuxième, donc, moyen, après le recadrage, vous l'avez compris, c'est donc l'intention positive. L'intention positive est un présupposé de base en PNL, en programmation neurolinguistique, qui affirme que derrière chaque comportement, même négatif, en apparence, se cache une intention positive pour pour la personne qui émet ce comportement. Alors on va voir qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on interprète cette intention positive. Imaginez un iceberg. D'accord? Imaginez un iceberg. La partie visible, c'est le comportement, une crise de colère, une procrastination, une critique agressive. Alors, suivez bien, parce que c'est un petit peu inhabituel d'apprendre ce genre de concept, puisque c'est de la programmation non linguistique, c'est aussi de la psychologie, c'est utilisé en neurosciences, en psychologie clinique. Et donc, suivez bien ce passage de l'intention positive. C'est très important parce que tout ce que vous faites dans la vie, que ce soit positif ou négatif, sous-tend une intention positive. Donc, prenons une métaphore. Imaginez un iceberg. La partie visible est le comportement, une crise de colère, une procrastination, une critique agressive. Et la partie cachée, beaucoup plus grande, c'est l'intention positive, c'est-à-dire le besoin que ce comportement cherche à satisfaire. Je vais vous donner des exemples concrets d'intention positive. Le comportement d'une personne qui fume. Bon, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui me regardent qui fument. C'est le comportement. Vous fumez. L'intention positive, c'est de gérer son stress, se donner une pause, se sentir appartenir à un groupe. Par exemple, le comportement, c'est je fume. L'intention positive de l'inconscient dans le cerveau et dans le corps, c'est va fumer, comme ça tu m'embêtes pas, parce que moi j'ai tellement de choses à m'occuper dans ton corps, je dois faire en sorte à ce que tu respires, que les poumons se marchent, que le cœur fonctionne, que les reins fonctionnent, le pancréas fonctionne, le foie fonctionne, que tes cellules soient dupliquées, que tout se passe bien et que je m'occupe de ta santé pour ne pas que tu meurs. Donc, va fumer, ça me dérange pas.
Pardon, parce que pendant que tu vas fumer, même si le comportement est dangereux pour la personne, eh bien, tu m'embêtes pas, je peux continuer à faire fonctionner ton corps. Deuxième comportement, un enfant fait une colère, fait une crise de colère. C'est le comportement. L'intention positive possible, c'est d'attirer l'attention de ses parents, d'exprimer un besoin non satisfait, une faim, une fatigue, un besoin d'affection, un besoin d'expression. Comme vous voyez ici, l'intention positive, ici, tout simplement, l'intention positive ici est une tentative d'adaptation. C'est la meilleure solution que la personne a trouvée à un moment donné avec les ressources dont elle disposait pour répondre à un besoin profond. Donc, je reviens sur les deux exemples. C'est très important pour que vous compreniez qu'est-ce qui sous-tend un comportement même négatif. Un exemple, donc la cigarette, une personne fume et l'intention positive peut très bien être tout simplement de gérer son stress. Je fume parce que j'ai besoin de gérer mon stress. Je fume parce que j'ai faim. Donc là, ce sera un coupe-faim. Mais je fume parce que j'ai besoin de me concentrer et que la nicotine, tout ça, me fait me concentrer, avoir un focus. Ça remplace le café parce que j'en ai pas. Le deuxième comportement, qui est donc l'enfant qui fait une crise de colère, son intention positive, c'est qu'est-ce qui sous-entend un comportement inadéquat? C'est tout simplement qu'il veut attirer l'attention de ses parents. Il veut exprimer un besoin non satisfait, la faim, la fatigue, le besoin d'affection, peut-être même un besoin d'expression. À quoi sert l'intention positive en PNL? Alors j'espère que là, vous me suivez bien et que vous comprenez. Tout simplement, c'est un levier de changement puissant. Rappelez-vous bien ça, l'intention positive en programmation linguistique, qu'on soit en communication, en coaching, en développement du potentiel humain ou bien sinon en thérapie, c'est un levier de changement puissant. Cette notion n'est pas philosophique, elle est éminemment pratique et sert trois objectifs thérapeutiques et de communication. Premièrement, c'est de dédramatiser et désamorcer les conflits. Donc, euh, le premier objectif, c'est de dédramatiser et désamorcer les conflits. Au lieu de juger et d'attaquer le comportement, tu es feignant, tu procrastines, on cherche à comprendre le besoin caché. Qu'est-ce que le fait de reporter cette tâche t'évite ou t'apporte? Oui, c'est différent. C'est différent de dire à quelqu'un, notamment quand vous êtes en thérapie ou en coaching, de dire à la personne, ah ben tu es un peu feignant, arrête de procrastiner. C'est un peu limite où on se moque de la personne. Il faut donc adopter une autre démarche et observer la situation d'un angle complètement différent et se poser la question, quelle est l'intention positive derrière le comportement néfaste de procrastiner? Est-ce que le fait de reporter les tâches au lendemain, sur le lendemain, ainsi de suite, fait éviter quelque chose ou lui apporte quelque chose? Cela crée un climat de respect et de collaboration plutôt que de blâmer la personne. Le deuxième objectif ici, c'est de séparer l'identité du comportement. La programmation neurolinguistique distingue ici l'être, la personne qui a toujours de la valeur, de l'avoir, le comportement qui peut être problématique. Comprendre l'intention positive permet de dire, toi, tu es OK, c'est juste la stratégie que tu utilises pour répondre à ton besoin qui est inefficace ou nuisible. Ça veut dire quoi? Tu procrastines. Toi, tu es OK, mais c'est ta stratégie de procrastiner qui ne va pas pour atteindre tes objectifs. Donc, on va travailler sur ta stratégie. On parle également d'un principe en PNL qui dit que nous ne sommes pas nos comportements. C'est très important. Nous ne sommes pas nos comportements. Ah, je n'arrive jamais à me faire de l'argent. Un, idée limitante. Deux, quelle est l'intention positive de cette personne qui ne se fait pas de l'argent? Est-ce que ça serait de se protéger de l'échec? Est-ce que ça serait se protéger parce qu'elle ne sait pas le faire? Ou est-ce que ça serait, par exemple, tout simplement de se dire, je suis OK, mais je procrastine ou je ne fais pas ceci ou cela, mais parce qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, la stratégie ne va pas. On va donc travailler à mettre en place une nouvelle stratégie, un processus,
une technique pas à pas, la plus simple possible, parce que le cerveau, il aime bien deux choses. Premièrement, quand on explique quelque chose en 3 points. C'est pas 5 points, c'est pas 20 points, c'est pas 30 points. Quand tu dis à la personne, tu peux faire ça en 3 étapes. Tout de suite, le cerveau, ah, c'est facile. Parce que justement, le cerveau aime la facilité. Il fait tellement de choses compliquées dans le corps, il fait des milliards d'opérations pour vous garder vivant. Alors, si vous, en plus, vous lui mettez du travail sur le paletot et qu'il n'a pas le temps, eh ben, il va être fatigué. Donc, il faut faciliter cette tâche. Et le cerveau, il aime la facilité. Et au fur et à mesure que vous apprenez, que vous montez en compétence, il va absorber la difficulté comme quelque chose de facile. Au début, quand j'ai appris une langue, ah, c'est difficile. Donc, j'ai appris les choses faciles. Et j'ai accumulé les vocabulaires, j'ai accumulé les verbes, j'ai accumulé les structures de phrases. Au fur et à mesure, ce qui me paraissait difficile est devenu facile. Donc, comprendre l'intention positive, c'est très important. Cela permet de me dire, OK, Jay, tu es OK, mais c'est la stratégie que tu utilises pour aller sur les réseaux sociaux qui ne sont pas bonnes. Si tu n'attires pas, c'est que d'abord, tes sujets ne sont pas convaincants, ne sont pas intéressants, tes hooks ne sont pas bons, tu n'engages pas les personnes avec un call to action, et surtout, tu leur donnes pas un cadeau. Parce que les gens, ils aiment bien les cadeaux. Même si c'est un tout petit cadeau, ils adorent ça. Il faut donc faciliter le changement en profondeur. Et pour faciliter le changement en profondeur, ça c'est le point le plus important, si vous essayez simplement de supprimer un comportement sans répondre à l'intention positive qui le sous-entend, le problème va se déplacer où la personne va résister. Donc l'objectif n'est pas d'éliminer l'intention positive, mais de trouver une nouvelle stratégie plus efficace, plus écologique pour la satisfaire. Ça veut dire que je n'arrive pas à me faire de l'argent. Moi, je suis OK, mais il y a un problème dans ma stratégie. Si je ne sais pas, je prends une formation. Si après la formation, je ne sais toujours pas, je prends un coaching. Et si je sais toujours pas, eh ben, il faut quand même que je me mette à appliquer les choses qui me sont données parce que ça fonctionne déjà. Un système qui fonctionne va continuer à fonctionner. C'est ce qui s'appelle le mirroring, le système miroir. D'accord? Donc, c'est la stratégie que vous mettez en place qui est pas bonne. Si elle est pas bonne, ne continuez pas cette stratégie, changez de stratégie. Vous ne pouvez pas continuer à faire quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est le principe de la science. On fait un test, ça marche pas, on change le test, ça marche pas et on continue. Exemple, au lieu de dire arrête de fumer, on va aider la personne à trouver d'autres moyens de gérer son stress par le sport, la respiration, peut-être des pauses de son tabac, qui vont répondre à la même intention positive. Alors, comment est-ce que l'intention positive permet de comprendre une émotion négative? Ici, une émotion même négative est un signal d'alarme. Elle n'est pas mal en soi, elle est informatique. L'émotion est une conséquence, mais pas une cause. La colère, la tristesse, la peur surgissent en réaction à quelque chose, n'est-ce pas? Elles pointent vers un besoin non satisfait ou une intention positive peut-être frustrée. Le processus même de compréhension, ici, nous avons 3 étapes. L'étape 1, c'est d'identifier l'émotion. OK, qu'est-ce que je ressens? Je me pose la question. Le but, c'est de casser cette émotion qui n'est pas nécessaire. Parce que c'est une émotion négative qui vient plomber mon système immunitaire, qui vient plomber ma motivation, qui vient plomber ma mise en action. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais l'identifier. Qu'est-ce que je ressens qui ne va pas? C'est une émotion négative. Deuxièmement, c'est de l'accueillir. Accueillir l'émotion sans jugement. OK. Ici, par exemple, je me sens anxieux. D'accord. Cette anxiété, elle est là. Elle a une raison d'être.
troisième étape, c'est de questionner pour explorer l'anxiété par l'intention positive. Donc, je vais questionner mon intention positive. À quoi me sert cette anxiété? Quel besoin cherche-t-elle à protéger ou à satisfaire? Est-ce qu'elle me protège d'une déception? Ça peut être une intention de sécurité émotionnelle. Est-ce qu'elle me pousse à mieux me préparer pour la réussite et l'excellence? Est-ce qu'elle me signale que c'est une situation qui n'est pas alignée avec mes valeurs? Donc ici, l'intention, c'est l'intégrité. Ça veut dire que là, j'ai un projet à faire et je suis très, très anxieux et je me pose la question, d'accord, d'abord je l'observe, je la mets devant moi, là, je la mets dans mes mains, par exemple, là, je l'observe et je me dis, bon, quelle couleur elle a, quelle forme, d'accord, qu'est-ce qu'elle a à me dire, quelle est l'intention positive derrière cette anxiété. Voilà, et je me pose des questions. À quoi elle sert? D'accord? Quel besoin est-ce elle est là? Est-ce qu'elle veut me protéger ou me satisfaire? D'accord? Elle veut me pousser à mieux me préparer ou à faire quoi? Et là, vous laissez votre inconscient vous répondre parce que lui, il est là, il va vous répondre et vous allez avoir finalement l'anxiété qui va tout doucement avoir une autre signification. Ça veut dire que en travaillant sur l'intention positive de son anxiété, on est également en train de recadrer la façon dont elle se présente à vous. Attention, c'est du travail en développement personnel, bien entendu. Le résultat de la réaction à la réponse consciente, tout simplement, c'est que quand on explore l'anxiété, c'est que c'est quelque chose dans le futur que l'on ramène dans le présent. On a peur de quelque chose qui va se passer. Et donc, cette anxiété peut être réelle ou peut être complètement farfelue, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais on sent que de toute façon, il y a quelque chose qui va se passer. On a une date de jugement, de divorce. On a une date d'un jugement. On a une date de prélèvement d'une sanction quelconque. Et donc, cela nous donne de l'anxiété parce que justement, on a peur peut-être de ne pas avoir assez d'argent, d'être puni par la loi et ainsi de suite. Donc, le but, c'est de ne pas rester dans l'anxiété parce que tout simplement, c'est un bloqueur d'action. Il vous empêche d'avoir de l'énergie, il vous empêche d'avoir la capacité de réfléchir et il vous empêche tout simplement de vous mettre en action. J'ai vu des gens qui sont très anxieux et qui sont complètement bloqués quand ils viennent en thérapie avec moi, par exemple. Donc, ce qui est important, c'est de bien regarder l'intention positive. Quelle est l'intention positive derrière mon anxiété? Et là, je me réponds, me protéger. D'accord. Dans quel but? Euh, pour ne pas que je fasse des fautes, des erreurs. Dans quel but? Pour, pour m'aider à mieux voir les choses. Dans quel but? Euh, pour pouvoir, par exemple, réussir mon projet. Dans quel but? Pour mettre en place toutes les étapes. Dans quel but? Pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Dans quel but? Pour être, pour être sûr que même si mon projet n'est pas parfait, mais au minimum, je vais pas marcher dans de la vase ou dans des sables mouvants. Dans quel but? C'est pour simplement pour faire en sorte à ce que mon projet soit au minimum viable. Dans quel but? C'est pour que mon projet soit au minimum viable. Dans quel but? C'est pour que mon projet soit au minimum viable. Voilà. Mon intention positive de mon anxiété, je viens de répéter 3 fois le même mot, c'est que mon projet soit au minimum viable. D'accord. Donc maintenant, je comprends mon anxiété, c'est que il faut que mon projet soit au minimum viable. Maintenant, moi, je suis OK. Quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour que mon projet soit au minimum viable? Quelles sont les conditions à mettre en place, les 3 étapes ou les 5 étapes au maximum, au minimum 3 étapes, pour que mon projet soit au minimum viable. Un, j'ai le projet, j'ai l'idée. Deux, est-ce que ça s'adapte au marché? Trois, est-ce que j'ai un avatar client? Est-ce que ça répond à une problématique? Pas mal, j'ai déjà 3 points là. Si j'arrive à répondre à ces 3 points et que c'est positif, il n'y a plus d'anxiété. Quatre, est-ce que j'ai un système de communication et de promotion?
le marketing, c'est de la promotion. 5, qu'est-ce que j'attends? Je me lance. Est-ce que j'ai mis une date, une deadline? OK, dans une semaine, j'ai mis en place mon calendrier d'action et je me lance. Vous avez vu? En 3 points, 5 points, ça va beaucoup mieux et là, je peux avancer dans mon travail. Évidemment, ici, le résultat, c'est la réaction à la réponse consciente. Avant, j'étais super anxieux, c'était horrible. Je veux même éviter la situation, comportement qui est piloté par mon émotion. Qu'est-ce que je ressens derrière cette anxiété? Est-ce que c'est de la colère, de la peur, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité? Mais en tout cas, j'ai mon intention positive pour que mon projet, mon produit, mon service soit au minimum viable. Rappelez-vous, on ne demande pas que vous ayez un système parfait, pas du tout. Lancez-le comme Airbnb. Quand ils ont lancé, c'était des matelas au sol. Quand Microsoft a lancé, il bossait dans son garage. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, avant, c'est l'anxiété. C'est un état interne émotionnel qui est complètement imparfait, même voire chaotique. Donc, mon comportement est piloté par mes émotions et je ne prends mes décisions que sur la base de mes émotions. Erreur. Sauf s'il y a vraiment un feeling. Troisième sens. Sixième sens. Je ne sais pas comment on dit. Sixième sens. Et il y a l'après. Après avoir identifié l'intention positive, mon anxiété est là pour m'aider à réussir. Je la remercie pour cette intention. Merci, mon anxiété, de m'avoir permis de trouver l'intention positive. Et maintenant, comment puis-je me sentir en sécurité ou bien préparer d'une manière plus constructive que de simplement m'angoisser? L'émotion comprise est utilisée comme un guide pour une action éclairée. Est-ce que vous comprenez ça? Le fait d'avoir compris mon émotion négative, le fait d'avoir compris l'intention positive, j'ai besoin d'avoir un produit minimum viable. Quelles sont mes étapes? Un, 2, 3, 4. Un, mon projet. Deux, est-ce que c'est un market fit? Est-ce que ça s'aligne au marché? Est-ce que j'ai un avatar? OK? Est-ce que j'ai un système de promotion qui est prêt? Marketing? Est-ce que je suis prêt à l'action? J'ai répondu oui à les 5. Aux 5 points, je réponds à la question go, no go. Je vais pas. En résumé, l'intention positive est une clé de lecture bienveillante de l'être humain. Moi, je l'utilise tout le temps, que ce soit en business coaching, en formation, en thérapie et pour moi-même. Je répète, l'intention positive est une clé de lecture bienveillante de l'être humain. Elle nous invite à passer de la critique stérile, pourquoi il fait ça, c'est nul, à la curiosité stratégique. Comment ce comportement fait-il sens pour lui? Quel besoin cherche-t-il à combler? Hmm. En appliquant cela à nos propres émotions négatives, nous transformons notre paysage intérieur. Nous ne subissons plus nos émotions, nous collaborons avec elles pour répondre de manière plus intelligente à nos besoins profonds et d'une façon plus sereine. C'est un outil puissant de développement personnel, de communication et de développement de votre potentiel humain, surtout quand vous êtes en management, en leadership, quand vous êtes entrepreneur. Pour autant, j'ai envie de dire que l'intention positive n'excuse pas un comportement dangereux. C'est une distinction cruciale en programmation linguistique, en psychologie et en éthique. Et la raison est simple, c'est que l'intention positive n'excuse pas un comportement dangereux. C'est une distinction cruciale. Pourquoi? Parce que tout simplement, en PNL, il est très très important de comprendre, et également en timeline thérapie, que l'intention positive ne vient pas excuser un comportement qui n'est pas bon. Elle vient simplement sous-entendre que la personne fait ceci, c'est pour calmer quelque chose à l'intérieur d'elle. Sinon, elle pourrait devenir beaucoup plus dangereuse. Beaucoup, beaucoup plus dangereuse. Elle pourrait faire des choses.
qui pourrait l'amener, on va dire tout simplement, en prison, par exemple. Pourquoi la PNL et la TLT sont puissantes? Tout simplement parce que cela évite de juger ou de culpabiliser le client. Cela permet de travailler en profondeur. On remplace un comportement limitant par un autre, plus efficace, plus respectueux de la même intention. Et cela redonne au client une perception de cohérence intérieure. Même mes comportements qui me gênent essaient en fait de m'aider. Alors, ma question, c'était pour moi-même, pourquoi j'ai attendu 6 mois pour lancer une formation en business coach et en marketing digital. Quelle est l'intention positive? Est-ce que c'est une sécurité? Est-ce que c'est parce que je n'étais pas prêt? Est-ce que c'est une volonté d'apporter? Et là, il me répond, mon inconscient me répond, c'est parce que il fallait au minimum un produit viable. Et le produit n'était pas viable. Donc, pour me lancer, je peux me lancer, mais au minimum, c'est d'apporter un produit viable aux gens, aux clients, qu'ils aient quelque chose de très intéressant et de valorisant pour eux. D'accord, donc l'intention positive, c'est ça. Mon travail maintenant, c'est de travailler sur cette viabilité, sur cette valeur qu'on va apporter aux clients. Et non pas d'être égoïste, je vous vends quelque chose à temps, et puis, comme beaucoup de gens, ils vont dans des formations qu'ils achètent 5 000 $, j'ai déjà vu, et qui disent, bah, désolé, mais j'ai pas appris grand-chose. Je suis resté au stade théorique. Donc, voici des intentions positives cachées. On reprend parce que c'est très important, hein. Puisque, par exemple, la peur, c'est prévenir le danger, protéger la personne, inciter à la vigilance. J'insiste, je reviens sur l'intention positive, ça c'est pour vous. La colère, c'est peut-être quand vous mettez en colère, c'est de défendre vos limites, vos valeurs, c'est d'obtenir justice ou réparation, c'est d'être entendu et reconnu, c'est de canaliser l'énergie pour passer à l'action. Peut-être que vous avez des moments de tristesse, c'est de favoriser votre introspection et votre recul, c'est honorer une perte ou une rupture, c'est se connecter à soi ou à ses besoins, c'est demander du soutien ou créer du lien social. Peut-être que vous avez déjà senti de la honte et que c'était protéger son image sociale, c'est prévenir l'exclusion, le rejet du groupe. Peut-être même inciter à améliorer son comportement pour mieux s'intégrer, c'est servir de signal d'alignement avec ses propres standards. Avez-vous déjà subi ou vécu ou senti de la culpabilité? L'intention positive serait de respecter un code moral ou ses valeurs profondes, de reconnaître une erreur pour pouvoir l'éviter à l'avenir, de préserver des relations ou peut-être en réparant le tort causé. Ça peut être également de maintenir un sentiment d'appartenance au groupe. Parlons de la jalousie. C'est de conserver une relation importante, de préserver la valeur d'un lien affectif ou professionnel, de motiver à améliorer sa propre situation, de signaler un besoin non comblé, une reconnaissance, une sécurité, une exclusivité. Tu es à moi, je suis à toi. L'émotion stress ou l'anxiété, c'est de préparer à affronter une situation complexe, de maintenir la vigilance ou la performance, peut-être de motiver au mieux pour mieux s'organiser ou prendre des décisions, éviter de peut-être cette complaisance ou l'inactivité. L'utilisation en coaching de la TLT, la Timeline Therapy ou la thérapie de la ligne du temps et de la PNL, programmation neurolinguistique, est extrêmement présente. Les gens vous en parlent pas souvent, mais moi, quand j'entends des coachs ou des présentateurs, des conférenciers qui utilisent même des neuroscientifiques, des psychiatres, des psychologues, qui utilisent des termes de la PNL, je capte tout de suite. Mais souvent, les gens ne vous le disent pas. Parce que de toute façon, la PNL a été construite à l'aide de l'observation des meilleurs de l'époque, que ce soit en communication, en comportement humain, en psychologie, en hypnose, et ainsi de suite. Alors ici, comment est-ce qu'on utilise la TLT, la PNL en coaching? C'est tout simplement quand un client exprime une émotion négative. Par exemple, j'identifie le comportement ou l'émotion que la personne, et je dis, tu ressens de la peur, de la culpabilité, de la colère. Quoi d'autre? La personne elle vient voir, elle vous dit, ben, je suis pas bien. D'accord? Qu'est-ce que tu as?
Ben, j'ai peur. D'accord. Je dis pas, t'as peur de quoi? Tu as peur, d'accord. Quoi d'autre? J'ai peur de cette séparation. Je dis pas pourquoi. Parce que le pourquoi renvoie à se justifier dans le passé. Je veux maintenir la personne en dehors de la douleur. Et donc, je la maintiens ici et maintenant. Quoi d'autre? Tu m'as dit que tu avais peur de la séparation. Quoi d'autre? Euh, eh bien, j'ai peur de vivre seul. Quoi d'autre? J'ai peur de ne plus l'avoir. Quoi d'autre? J'ai peur d'être seul. Quoi d'autre? J'ai peur d'être seul. 3 fois, j'ai répété d'être seul. Voilà l'intention positive derrière cette peur. C'est la solitude. D'accord? Bon, je vais pas vous faire un cours hein, sur la thérapie en PNL. Deuxièmement, je peux rechercher l'intention positive ici, qui est justement dans quel but est-ce que j'ai cette peur? C'est la solitude. Ensuite, je peux recadrer. Donc, tu m'as dit que tu avais peur d'être seul, c'est bien ça? Oui. Est-ce que justement, c'est pas le moment pour toi, comme tu es seul, de réapprendre des choses extraordinaires dans ta vie pour te propulser vers une nouvelle croissance? Est-ce que c'est justement pas le moment pour toi de capitaliser ce moment où tu n'as personne qui peut t'embêter pour faire une formation, pour faire du sport, pour faire quelque chose de valorisant? Recadrage. Ah oui, c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce que je fais ensuite? C'est que j'utilise la thérapie de la ligne du temps pour travailler sur la racine de l'émotion négative, de la peur, pour la libérer. Donc, tout ça, c'est un processus, hein. Et j'enseigne la TLT, je suis formateur en TLT. Donc, ici, en 4 étapes, on identifie l'émotion négative, on recherche l'intention positive, on recadre le contexte ou la situation, et enfin, on utilise la thérapie de la ligne du temps pour libérer, pour éliminer l'émotion négative qui est un frein énergétique, pas nécessaire pour continuer à vivre dans la vie de tous les jours. Donc ici, il y a une mise en pratique. Nous allons faire un petit exercice ensemble et je vais vous demander donc de participer dans un premier temps, de prendre une feuille et ensuite d'écouter ma voix. D'accord? Donc, mettez-vous à l'aise, hein, simplement, ne croisez pas vos jambes ni les pieds, si possible, et prenez une feuille. Et écrivez sur votre feuille la peur qui vous bloque le plus. Une peur, hein, pas une émotion négative. On avait dit qu'il y a 5 peurs. La peur, il y avait la colère, la peur, la tristesse, la honte, la culpabilité. La colère, la peur, la tristesse, la honte, la culpabilité. La colère, la peur, la tristesse, la honte, la culpabilité. Donc, écrivez sur un papier la peur qui vous bloque le plus dans le contexte de votre projet ou de votre business, d'accord? C'est un contexte bien particulier. Dans le contexte de votre business, d'accord? Je vous laisse encore une minute. C'est assez rapide. Maintenant, je vais vous demander tout simplement, voilà, de prendre cette émotion négative et de la placer dans une de vos mains, celle qui vous convient. Ça peut être la gauche, la droite. Et d'observer maintenant cette émotion qui est dans votre main. De regarder la couleur, la taille, peut-être même sa forme. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Que ressentez-vous? Quels sont les apprentissages que votre inconscient souhaite partager avec vous? Des apprentissages positifs. Par exemple, tout à l'heure, j'avais l'anxiété.
Et l'apprentissage positif que j'ai, c'est qu'en fin de compte, oui, elle me sert parce qu'elle m'a permis de bien projeter mon besoin, c'est d'avoir un produit minimum viable, de m'aider à pouvoir mettre en place les 5 étapes. Et oui, c'était très positif. Je remercie cette émotion qui m'a permis de grandir, de croître. Donc, quels sont les apprentissages que votre inconscient souhaite partager avec vous, des apprentissages positifs? Vous répondez, ça peut être un apprentissage, 2 apprentissages, 3 apprentissages. Et de demander maintenant à l'inconscient, tout simplement, de les mettre là-bas dans un coin. Voilà, de les mettre là-bas dans un coin, que si jamais il en a besoin un jour, il peut toujours les retrouver. Et de vous demander, n'est-ce pas mieux de laisser partir cette émotion plutôt que de la conserver au risque de s'en sentir bloqué dans la vie, surtout dans votre vie d'entrepreneur. Et quand vous avez votre réponse, de la laisser partir. Maintenant, vous allez tout simplement lever un petit peu la tête à 45 degrés, comme ça là, ici, là, à peu près, hein, 45 degrés, comme ça, et vous allez regarder vers le plafond. En tout cas, un point en face de vous. Ne regardez ni en bas, ni à droite, ni en bas à gauche, mais levez la tête à 45 degrés, vous regardez vers le haut, d'accord? Et vous allez écouter ma voix. Et pendant que vous regardez cette émotion là-bas, voilà, qui est là-bas en face de vous, en face du mur là-bas, que vous l'avez mise en haut, là-bas en haut, vous allez mettre cette émotion en blanc éclatant. Un blanc qui est tellement éclatant que vous ne pouvez plus la regarder, comme si vous regardiez le soleil. Et cette couleur blanche est tellement éclatante, tellement forte que cela éblouit vos yeux, que c'est tellement éblouissant qu'à la limite, vous avez même presque besoin de fermer les yeux tellement cette blancheur est éclatante comme le soleil, ça brûle les yeux. Vous ne pouvez plus regarder cette forme-là, cette chose-là qui est en face de vous, tellement la couleur est éclatante. C'est comme de regarder les yeux en face de vous. Tout de suite, dans la milliseconde, vous devez fermer les yeux pour protéger, tellement c'est difficile de regarder cette couleur blanche du soleil. Ça fait mal aux yeux, tellement la couleur blanche est éclatante, comme le soleil. Et quand cette émotion a totalement disparu et qu'elle est devenue tellement petite et qu'elle s'est évanouie là-bas, dans l'espace, vous revenez dans la salle. Bien. Prenez une bonne respiration. Qu'est-ce qu'il en est de cette émotion? Où est-elle? Est-elle toujours là ou a-t-elle disparu? A-t-elle changé de couleur? A-t-elle changé de signification? Maintenant, je vais vous demander d'aller dans un moment indéterminé, là-bas, dans le futur, que si cette émotion réapparaissait dans le passé, que se passerait-il? Je répète, maintenant, je vais vous demander d'aller à un moment là-bas, déterminer là-bas dans le futur, que si cette émotion s'était passée là-bas dans le passé, que se passerait-il? Super, génial. Bravo tout le monde. C'est un exercice extraordinaire qui permet tout simplement de détruire une émotion qui n'est pas nécessaire pour que vous puissiez passer à l'action, vous libérer d'une énergie négative et mettre à la place tout simplement une volonté d'action et de monter les étapes, les étages, d'aller, même si ce sont des petits pas, c'est pas grave. Alors, quels sont les résultats attendus ici? En brisant vos blocages mentaux, la charge émotionnelle disparaît complètement. Vous aurez une plus grande clarté mentale, une diminution de la réactivité émotionnelle, ça c'est important, et surtout une amélioration de la confiance et du passage à l'action, une meilleure prise de décision. Nous clôturons donc le chapitre 2 sur le chemin d'entreprendre, cette section 5 pour vous délivrer des blocages. Et je vous donne rendez-vous à la partie 3, dans la partie 3. À bientôt.